Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Mon œil, le podcast engagé de l'ONG Public Eye. Public Eye regarde là où les multinationales voudraient dissimuler leurs activités et c'est aussi le but de ce podcast. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on parle de finances durables. Pour certains et certaines, c'est un oxymore. Pour d'autres, au contraire, c'est le moyen de rediriger les flux financiers vers une économie enfin prospère et durable. Ça fait de nombreuses années que le monde de la finance nous dit qu'il s'est mis au vert. Qu'en est-il vraiment ? A-t-on affaire à une énième opération de greenwashing ? C'est ce dont on parle aujourd'hui avec François Pilet. Bonjour François. Bonjour. François, tu es journaliste d'investigation en Suisse. Tu es aussi le cofondateur d'une revue spécialisée en ligne qui s'appelle Gotham City, qui se spécialise dans les affaires de criminalité économique. Et récemment, tu as aussi sorti un film qui s'appelle La finance lave plus vert, qui s'attaque au greenwashing des banques. C'est ce dont on va parler dans ce podcast. Mais d'abord, j'aimerais te lancer sur un chiffre. 35 000 milliards de dollars. C'est le montant des investissements dans des placements durables à travers le monde. C'est énorme. Je pense qu'on a du mal à s'imaginer ce que ça représente. Mais en tout cas, une grande part des investissements. Donc c'est bon, la finance s'est mise au vert ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors on peut arrêter ce podcast. Là, ouais. Parfait. Pas Alors tout à merci. fait. Pas tout à fait. Non, cette question on peut tout dire, tous les chiffres sont évoqués, des dizaines de milliards. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que les établissements bancaires, financiers qui gèrent l'épargne des gens, des institutions, de nos assurances sociales, nos retraites, ont, au lieu de développer vraiment des nouveaux produits totalement nouveaux, spécifiquement conçus pour être plus durables que d'autres, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont collé des étiquettes durables sur toutes sortes de produits qui en réalité existaient déjà. Donc, c'est de dire 35 milliards, voilà, oui, c'est des dizaines de milliards de fonds qui sont gérés par les banques. Et puis, sur une partie de toute cette fortune gérée par les banques, eh bien, elles sont parvenues à placer des labels durables sur une grande partie d'entre eux. Mais quand on place des labels, on met aussi des mécanismes en place pour placer ces labels. Quels sont ces mécanismes ? Alors, c'est ça qui est le mécanisme qui est vraiment intéressant dans ce système, c'est que ces labels sont complètement faits sur mesure par chacun. C'est-à-dire que chacun a son label. Et il n'existe pas un label dans la finance comme il en existe dans l'alimentaire, par exemple. Quand on achète un aliment bio, ça répond à une certaine liste de critères qui sont connus, établis, et qui sont respectés par tous, ou qui doivent en tout cas être respectés par tous. Si quelqu'un met trop de pesticides dans un aliment bio, il sera sanctionné. Ok, donc chaque banque, si je comprends bien, fabrique ses propres standards. Voilà, c'est pas la même chose avec les banques, puisqu'il n'y a pas de standard, il n'y a pas de label bio pour la finance. Okay. Chacun a ses propres critères. Si moi je veux appeler bio ceci ou cela, libre à moi de le faire. Si je veux appeler ça sustainable, si je veux appeler ça durable, je peux le faire librement avec mes propres critères. Il n'y a pas de critères standards. Ok, mais moi, à titre personnel, je me sens pas très inquiété parce que je n'ai pas de portefeuille d'action. Je sais que ça peut paraître surprenant. Donc c'est bon, je suis hors de ce greenwashing-là. Bon, pas tout à fait, parce que déjà, il n'y a pas besoin d'avoir une fortune particulière en banque, il n'y a pas besoin d'être le client d'une banque privée pour être exposé à ça. Dès que vous avez quelques milliers de francs sur un compte épargne dans une banque, aujourd'hui, vous recevez des prospectus en vous disant il est important de placer cet argent parce que les taux d'intérêt sont négatifs, il faut faire quelque chose de votre argent. Donc même pour des petites sommes, les banques font la promotion de ces placements durables voilà, on vous envoie des prospectus en vantant ces produits-là. Et dans ton film, tu dis que ça passe aussi par l'AVS, du coup. C'est ça. Puis alors l'autre aspect, c'est que l'argent des assurances de retraite est placé en bourse. Et là, les mêmes questions se posent, c'est-à-dire jusqu'où nous, en tant qu'épargnants, même épargnants obligatoires dans les assurances vieillesse obligatoires, comment est-ce qu'on peut avoir notre mot à dire sur la manière dont ces fonds sont placés ?
D'accord, donc même malgré nous, il y a des investissements qui se font dans ces placements dits durables et on n'est pas forcément au courant de ce qui s'y cache. C'est l'objet de votre enquête dans ce film La finance lave plus vert dont on regarde un extrait. Paris, Londres, Francfort, les plus grandes places financières se battent pour prendre la tête de cette révolution. Genève en particulier se dit à l'avant-garde. Nous sommes journalistes et nous avons voulu en avoir le cœur net. La finance peut-elle sauver la planète comme elle l'affirme ? Pour le savoir, nous avons analysé des centaines de placements décrits comme durables. Et ce que nous avons découvert nous a laissé pantois. Des entreprises pétrolières décrites comme vertes. Des montagnes de déchets toxiques abandonnées à l'air libre par une entreprise qui se présente en modèle de durabilité. La finance verte, c'est quoi la finance durable ? C'est uniquement d'essayer de fournir aux industries qui font cette transition les moyens pour y arriver. On ne peut pas s'attendre à ce que Holcim demain vende des pâquerettes. Leur métier, c'est le ciment. C'est un sujet positif, rassurant et vague. Il est cher au cœur de tout le monde. Donc oui, c'était extrêmement rentable pour l'entreprise. C'est de la fumisterie, c'est du marketing trompeur. On est presque au niveau de la blague. Malheureusement, il y a un impact sur les populations qui sont en première ligne des dérèglements climatiques. Est-ce que c'était difficile de voir les dessous de cette finance dite durable ? En fait, non. C'est-à-dire que dans le monde de la finance, il y a quand même une certaine transparence. Et par exemple, tous ces produits d'investissement, les banques qui fabriquent ces produits doivent révéler la liste, la composition. Au moins une fois par an, ils doivent donner la liste complète. Dans quel cadre ? Dans le cadre de leur assemblée annuelle ou... Non, ils doivent publier. Ça doit être publié sur leur site, sur des plateformes. On doit pouvoir consulter la liste complète de la composition d'un fonds d'épargne. Donc, enquêter là-dessus, c'était pas si difficile ? Non, c'était pas si difficile parce que ces informations, elles sont accessibles. Alors, elles sont accessibles, c'est quand même assez compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut trouver ces fonds, il faut trouver le document, il faut trouver, et puis il faut lire ces documents financiers qui sont un peu difficiles d'accès. Donc, c'est quand même un travail, mais on peut savoir de quoi c'est fait. Ok, et de quoi c'est fait, justement ? Bon, alors, en fait, ce qui frappe en regardant ces compositions, c'est qu'en fait, il est presque impossible à l'œil nu, de voir la différence entre un placement durable et pas durable, en réalité. C'est même quelque chose qui est documenté par l'Office fédéral de l'environnement, a fait une enquête justement sur la composition de ces fonds il y a quelques mois, et a montré que statistiquement, ils étaient quasiment pareils. C'est-à-dire que ces fonds investissent dans des actions d'entreprises assez diversifiées dans le monde, dans différents secteurs, et puis au final, la différence statistique entre un fonds qui est labellisé durable et un fonds qui ne l'est pas est insignifiante. Par contre, ces fonds durables, ils sont vendus de manière déjà plus agressive, plus pernicieuse, à travers des publicités qui vous font croire que à travers cet investissement, vous allez faire quelque chose de bien pour le monde. Et puis souvent, ils sont plus chers. C'est-à-dire que souvent, il y a la banque, l'établissement financier prend une marge de gestion un petit peu plus grande parce qu'elle dit oui, mais bon, il y a des critères en plus qu'il faut respecter, donc moi, c'est un travail en plus, je me fais rémunérer. Donc la banque a tout intérêt à vous vendre ça en plus vu qu'elle se fait plus de marge. Exactement. Alors que le fonds de ce fonds de placement reste le même finalement. Exactement. Puis alors le gros malentendu que ça provoque, c'est-à-dire que les gens veulent faire bien, donc ils vont voir leur banquier ou leur banquier vient les voir pour leur dire voilà, on peut vous proposer tel ou tel placement qui serait en adéquation avec vos idées, avec vos convictions. Et puis donc les gens signent, les gens ne regardent pas la liste complète de la composition parce que c'est quand même un peu c'est du jargon, c'est du jargon, puis c'est du travail, puis il faut avoir le temps et l'intérêt, de se plonger là-dedans. Mais au final, ce qui se passe, c'est que des gens qui voulaient investir de manière vraiment durable, par exemple, une conception de la durabilité aujourd'hui, c'est de dire pas de pétrole, par exemple, bien sûr, se retrouvent avec des entreprises pétrolières. Dans ces fonds. Shell, Total, tout ça se trouve dans des fonds durables. Tous. Et il y a des choses qui vous ont paru particulièrement édifiantes, absurdes dans ces fonds ?
Oui, alors l'exemple du pétrole est vraiment un exemple tout à fait, disons, frappant, puis tout le monde réalise ça assez facilement, de dire des fonds du pétrole, des entreprises pétrolières dans des fonds durables, bon, c'est pas s'il y a un problème de logique, disons. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est que quand on regarde vraiment les entreprises en dehors de ces secteurs pétroliers, on trouve des cas qui sont vraiment complètement absurdes, quoi, avec des entreprises qui ont vraiment des activités qui sont totalement absurdes d'un point de vue écologique et qui arrivent à truquer, à profiter de ce système pour capter cette épargne de gens qui veulent justement faire le bien, avoir un impact avec leur investissement, ce qui s'apparente vraiment à une forme de tromperie. Oui. Il y a vraiment des exemples absolument absurdes dans ce documentaire. Vous parlez d'une piste de ski au milieu du désert avec des pingouins. Et ce fonds-là, cette entreprise a fait l'objet d'un placement durable. Exactement. Donc effectivement, on est allé un peu plus loin. On a cherché, à part les entreprises pétrolières, etc., on est allé un petit peu plus loin. Puis on trouve des choses. Là, on a trouvé des choses très très surprenantes avec notamment ce fonds, un fonds spécialisé sur la protection du climat. Donc ça s'appelle Global Climate Fund. Donc quand vous voyez ces prospectus, vous voyez les publicités, vous dites ça c'est vraiment le fonds qui prend le plus au sérieux la protection du climat. C'est dans le titre. Et quand on regarde les petites lignes, ce qu'on découvre, c'est que ce fonds a investi une partie de son argent dans une entreprise qui gère des centres commerciaux en Afrique et au Moyen-Orient. Et en réalité, cette entreprise, elle est quand même un petit peu connue. Le nom ne dit rien à personne. Majid Al Futtaim, c'est un groupe de Dubaï. Mais tout le monde a entendu parler de cette piste de ski bien sûr, une absurdité Dubaï, écologique. qui est l'idée type de l'absurdité énergétique, de faire de la neige à Dubaï, c'est une absurdité. Ça a tellement bien marché, la piste de ski à Dubaï, qu'ils en ont ouvert un autre au Caire. Donc, il est possible maintenant aussi de faire du ski près des pyramides dans un centre commercial. Comme il faut toujours des nouveautés, maintenant, ils ont amené des pingouins de la banquise. Donc, les enfants peuvent jouer avec des pingouins. Tout ça dans un frigo absurde posé au milieu du désert. Et tout ça a été financé par un fonds durable. Alors, tout ça a été financé en partie. C'est-à-dire que l'entreprise, à un moment donné, s'est dit, comme beaucoup d'autres, tiens, il y a de l'argent à obtenir à de bonnes conditions sur les marchés grâce à ces financements durables. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle une obligation, c'est que l'entreprise a demandé un crédit en disant a levé 1,2 milliard de dollars pour dire « nous allons réduire notre consommation d'énergie ». Ça, c'est la promesse qu'ils font en échange de cet argent. Et puis, donc, on a abouti à cette absurdité, cette double absurdité, c'est que on a une entreprise qui gère des centres commerciaux, qui obtient des fonds durables, labellisés durables, pour réduire la consommation d'énergie dans ces hôtels, par exemple, en mettant du double vitrage ou des ampoules basse consommation, qui est labellisé durable comme ça, et qui, dans le même temps, juste dans le même centre commercial, produit 7000 tonnes de neige avec des pingouins. Les pingouins d'ailleurs qui sont nourris avec du poisson qui est importé de Norvège. Donc pour être sûr que les pingouins soient bien traités, ils importent chaque année du poisson de Norvège au Caire. C'est ça que je trouve assez génial dans ce documentaire, c'est que vous savez trouver les exemples édifiants pour rendre ça compréhensible de tout le monde en fait. L'absurdité, les cas absurdes dans lesquels on se dirige avec ce type de finance qui n'est pas assez régulé. Voilà, alors c'est quelque chose qu'on nous a reproché, on nous dit oui mais vous parlez pas des bons exemples. Alors notre idée n'était pas de faire une collection de mauvais exemples. Notre idée était de montrer qu'il y avait quelque chose de cassé dans ce système. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce système des labels notamment. Et c'est ce qu'on voulait démontrer avec ça. Maintenant, les bons exemples, on s'y est quand même penché, on a quand même regardé. Donc on a regardé ce qui se faisait de mieux. On a regardé, par exemple, on n'a pas pu tout mettre dans ce documentaire, mais on a regardé, par exemple, le fonds durable, le meilleur fonds durable suisse de l'année.
Parce qu'il y a un concours pour ça. Il y a les congrégations, l'industrie, c'est un ranking de l'industrie des gérants de fonds. Ok, donc on est dans un entre-soi toujours. Oui, okay. Là on est dans un entre-soi, mais qui, entre eux, ils sélectionnent, ils font leurs Oscars du meilleur fonds durable. Et puis l'année passée, on a regardé la composition du meilleur fonds durable de l'année. Et puis là-dedans, on trouve EasyJet, l'aéroport de Paris, l'aéroport de Francfort, Toyota, Daimler, le fabricant des camions Scania. Et donc, même en regardant le meilleur fonds, celui qui est désigné comme le meilleur, on trouve des choses qui sont pas logiques. C'est-à-dire on explique aux gens qu'il faut arrêter de prendre l'avion sans arrêt en vol EasyJet pour aller boire un café à Paris ou aller au théâtre le samedi soir à Paris. C'est pas raisonnable, c'est pas bien. Si vous faites ça, c'est mal. D'accord, on peut l'entendre. Mais alors, dans ce cas-là, vous mettez pas du EasyJet dans le meilleur fonds durable de l'année. C'est aussi assez édifiant. Voilà. Ouais. Tu as parlé de la publicité assez agressive autour de ces fonds durables. J'aimerais te présenter un document vidéo qui a été produit par la banque Lombardier et j'aimerais t'y faire réagir un petit peu. Il est temps de faire face à une vérité incontestable. Le net zéro n'est plus à débattre. Le robinet de CO2 se referme rapidement. Toutes les entreprises doivent s'adapter à l'ère post-carbone. Les énergies propres et les véhicules électriques à eux seuls ne suffiront pas. Exister sans carbone ou ne plus exister. Bon, on est dans le scénario hollywoodien, quoi. On a l'impression que Lombardier va aller dans la rue avec les grévistes du climat. Oui, non, il y a plus de limite parce que on se dit mais comment c'est possible d'arriver à des affirmations aussi péremptoire aussi de la part des gens même qui mettent des pingouins dans des pingouins du désert dans des fonds durables. On se dit mais comment c'est possible? C'est possible parce que il y a un argument qui soutient un peu toute cette ce système des labels, cette course aux affirmations grandiloquentes. C'est la nécessité de financer la transition. C'est-à-dire qu'on vous explique que, évidemment, investir dans des entreprises très propres qui font des panneaux solaires ou qui font du traitement de déchets, etc., c'est bien, mais ça suffit pas. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est aider les entreprises très polluantes à le devenir moins. Alors, c'est un argument qui a un sens et qui est tout à fait entendable. Le problème, c'est que il aboutit à une sorte de retournement de la logique. C'est-à-dire que, au final, si on entend ça, on devrait financer que des entreprises sales. Mmh. Parce que si on aide une entreprise pétrolière ou une entreprise extrêmement polluante à réduire ses émissions de 5%, ça sera beaucoup plus efficace que de soutenir des tas d'entreprises qui sont déjà propres. Mais au final, ça aboutit à ça, c'est de dire, en fait, il y a une dualité dans les entreprises. Une entreprise peut être un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un côté sale, puis un côté propre. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on finance le côté propre, mais pas le côté sale. Et ce raisonnement, il a ses limites, parce qu'en fait, une entreprise reste une entreprise. Et c'est comme avec les pingouins, on peut pas trouver... Cet argument des pingouins montre bien le problème logique avec ça, c'est que c'est pas parce qu'on met des ampoules basse consommation dans le centre commercial que c'est bien de garder cette piste de ski avec 7000 tonnes de neige au milieu des pyramides du Caire. Et c'est par ce retournement-là qu'on se retrouve à... Exactement. Pour financer la transition, il faut financer Total, Shell et les autres grands du secteur. Et tout le monde, etc. Parce que tout le monde promet de faire des efforts. Tout ça, c'est des promesses. C'est-à-dire que l'argent, ces entreprises, elles touchent l'argent tout de suite, en échange de promesses futures, en disant « nous allons faire un effort ». Et donc ça aboutit à un grand malentendu, à une contradiction qui a pour résultat que ces financements durables vont vers des entreprises sales.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Est-ce qu'il faut mettre en place des standards plus stricts? Est-ce qu'il faut se tourner vers une réglementation internationale? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites en ce moment même? Oui, surtout dans l'Union européenne. Maintenant, l'Union européenne essaye d'établir une nomenclature en disant, voilà, qu'est-ce qui est durable et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est compliqué, c'est difficile, c'est des enjeux. Voilà, ça montre aussi, ça fait apparaître la difficulté de définir ces termes, parce qu'il y a aussi une ambiguïté de la part du consommateur ou de l'épargnant qui dit « moi je veux un placement durable », mais qu'est-ce que ça veut dire durable? Cette question de la durabilité, on n'a pas tous la même. C'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe. Oui, alors l'énergie nucléaire, le carbone, comment est-ce qu'on fait les énergies renouvelables? Mais on a quand même besoin du nucléaire, etc. Et on parle beaucoup c'est difficile, c'est des questions très, voilà. Mais c'est des questions auxquelles il faut faire face. On peut pas laisser ces arguments simplement aux banquiers pour faire leur pub avec des arguments grandiloquents dans des publicités absurdes. Il faut vraiment s'y pencher. Alors c'est vrai que ce projet de l'Union européenne a cet avantage, c'est d'amener cette question. Qu'est-ce qui est durable ou pas? Et surtout, un des trucs très importants qu'amène ce projet, c'est que les financiers devront spécifiquement poser la question. Plus de questions. Durable, c'est quoi pour vous? Si je mets du pétrole dans un placement durable, c'est OK pour vous? Vous êtes d'accord avec mon argument sur financer la transition ou pas? Ça devrait être plus explicite. En tout cas, merci beaucoup. On en a appris beaucoup plus sur ce Far West de la finance durable. On espère qu'on va vers des standards qui respectent vraiment des critères de durabilité. Et on souhaite à nos auditeurs et auditrices de voir ton film diffusé sur la RTS. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des épisodes, à nous faire également un maximum de retours dans la section commentaires de cet épisode. On vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.